Donald Trump, parlant de l'Afrique, pas forcément du Nigeria, mais parlant de pays africains et traitant les pays africains de pays de merde. Comment est-ce qu'on réagit quand on a grandi dans un pays comme le Nigeria, qu'on se sent citoyenne du monde et qu'on entend ce type de critique? You know, it really matters who says what. En fait, ce qui est important, c'est qui dit quoi. And, you know, there are things that you hear from particular people and you Il y a des choses qui sont dites par certaines personnes et en fait, on s'en fiche. Parce qu'on sait que ça vient d'un vide sidéral. Non. Non, ça suffit. Moi, j'aimerais que l'on parle d'autre chose. Par exemple, parlons des conditions en Afrique et du pourquoi ces conditions en Afrique. Ma question est la suivante. Est-il vrai que la France contrôle la politique monétaire de plus de 14 pays en Afrique? Est-ce que c'est vrai? Non, sérieusement. Sérieusement. Donc, c'est vrai. La France contrôle le franc CFA et quel est l'impact que cela peut avoir sur les pays qui utilisent cette monnaie et comment ça peut impacter la vie des gens dans ces pays. Et donc, si ces gens veulent quitter leur pays et venir en France, il me semble que le débat devrait en premier lieu porter sur quelle est notre responsabilité et quel rôle avons-nous joué pour que ces pays en soient là où ils en sont. Il me semble que les débats sur les migrations sont souvent des débats qui essayent de diaboliser des gens qui en fait ne veulent qu'une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs enfants. Et je pense que beaucoup de personnes préféreraient ne pas quitter leur terre natale, mais ils sont contraints par les circonstances. Dans le cas de l'Afrique francophone, je suis convaincu que la France devrait être plus honnête dans le débat. Vous savez, il y a eu un discours que le président Sarkozy avait donné, il me semble que c'était au Sénégal, à Dakar. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation, au-delà des crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire. Et c'était un discours très condescendant, mais là j'ai compris qu'il était impossible de parler du colonialisme, que le colonialisme n'avait strictement rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'après tout c'était il y a si longtemps qu'on ne peut pas demander aux fils de payer pour les péchés de leur père, et que d'ailleurs les colons avaient quand même construit des routes. Donc, la raison pour laquelle je parle du colonialisme, c'est qu'il va falloir commencer à penser à l'Afrique comme étant un continent sur lequel on puisse avoir des débats qui ne soient pas condescendants.
Si je dis, imaginez que les nazis ont occupé la France pendant 4 ans. Et si je disais, oh ben, c'était pas si mal, c'était pas tout bon, mais il y avait des nazis qui étaient quand même sympas, ils avaient des bonnes intentions. Est-ce que ce serait une conversation qu'on pourrait avoir ici? Est-ce que ça pourrait être un débat? Et l'idée qu'on puisse dire aujourd'hui que le colonialisme n'a aucun impact aujourd'hui, ça me paraît quand même très bizarre. Et je pense également que ce débat sur l'immigration, ce n'est pas tellement un débat sur l'immigration, mais plutôt un débat sur d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que le monde change trop vite, qui voudraient que leur ville reste en majorité blanche, et donc du coup on passe sur un débat sur la couleur de peau, sur le racisme. Et puis l'islam. L'islam est un grand sujet de conversation. Et il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise parce que pour eux, l'islam, c'est le fondamentalisme. J'ai rencontré une amie française, noire, aujourd'hui. Et quand je lui ai dit, dis-moi ce que tu deviens, l'une des premières choses qu'elle m'a dites a été, je suis née en France. Et pour moi, c'est tellement triste. Je me suis rendu compte qu'elle devait le dire très souvent parce que les gens la regardent et remettent en question sa francitude, son caractère de française. Et elle se devait de répéter « je suis née en France ». Et ça aussi, ça doit faire partie du débat. Je pense que la France ne se rend pas compte qu'elle n'est plus une puissance mondiale comme au XVIIIe siècle. Il y a une manière dont vous avez l'Afrique anglophone qui occupe l'espace au Royaume-Uni et pas du tout de la même manière que l'Afrique francophone occupe de l'espace en France. Je pense qu'il y a des francophones, ou plutôt des Africains francophones qui le savent très bien. Et à mon avis, c'est à eux de donner leur parole parce qu'ils en savent beaucoup plus. Moi, bien entendu, je m'informe, mais je n'ai pas d'expérience personnelle là-dessus. Est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria ? Je vois, mais c'est précisément parce que ça vous fait réagir comme ça que je pose la question, parce que cette question-là va amener la suivante. Si vous parliez des histoires uniques, et précisément, quand on parle du Nigeria, pardon, mais en France, on parle très peu, sûrement pas assez, d'un pays comme le Nigeria. Quand on parle du Nigeria, on parle de Boko Haram. Quand on parle du Nigeria, on parle de problèmes de violence, des problèmes de sécurité. Je voudrais profiter de votre présence pour que vous nous parliez du Nigeria, peut-être autrement, dans la façon dont on ne le connaît pas. D'où cette question. Est-ce qu'il y a des librairies dans votre pays? Bien entendu, je suppose que oui. Mais est-ce qu'on lit au Nigeria? Je pourrais poser la question de la même façon en France. Est-ce qu'on lit en France? Aujourd'hui, on répond de moins en moins. Chimamanda. Je pense que cela reflète assez mal sur les Français que vous ayez à me poser une telle question. Je suis vraiment honnête avec vous. Cela donne une mauvaise image des Français. Mes livres sont lus au Nigeria. Ils sont étudiés dans les écoles, pas seulement au Nigeria, dans l'ensemble du continent africain aussi. Et cela me touche beaucoup parce que, bien entendu, je suis reconnaissante d'être lue partout dans le monde, mais le fait de savoir que je suis lue par les personnes qui sont les sujets de mes livres, c'est très important. Et vous savez, il y en a qui vont utiliser tout cela pour tirer des enseignements. Lorsque j'ai écrit L'autre moitié du soleil, je me rappelle très bien que mon premier événement avait lieu à Lagos. La salle était pleine et tout d'un coup, eh bien, c'est devenu des personnes qui ont commencé à débattre autour de l'histoire. Et vous savez, moi, j'ai pris un petit peu de retrait et je me suis rendu compte que ces gens échangeaient des mots, échangeaient des paroles et c'était la littérature qui avait permis tout cela. En raison de cette partie assez contestée de notre histoire, eh bien, les gens ont lu L'autre moitié du soleil et tout d'un coup, ils en parlaient. Ils n'étaient pas d'accord, mais ce qui était important, c'est qu'il y avait une conversation et cette conversation, elle a été déclenchée par la littérature.
Et donc, je dois dire que j'étais pleine d'espoir autour de tout cela. Vous savez, si je devais naître à nouveau et recommencer ma vie, je souhaiterais avoir la vie que j'ai eue, venir d'Afrique, être née en Afrique. Mais je pense que dans les cercles littéraires, très souvent, il y a cette tendance à lire de la littérature africaine, des écrivains africains, non pas comme de la littérature, mais comme de l'anthropologie, pour essayer de s'expliquer quelque chose de natif, de primitif presque. Or, vous savez, en Afrique, eh bien, vous avez des hommes et des femmes qui souhaitent tout simplement exactement la même chose que tous les autres. Mais il faut toujours qu'il y ait une espèce de sens noble autour de la souffrance des gens. Et ça ne me plaît pas. Donc je rejette de telles étiquettes pour cette raison-là. Ce n'est absolument pas que... alors, je réalise qu'il y a une excellente tradition d'écriture et de littérature africaine et je suis fière d'appartenir à cette tradition. Mais je ne suis pas sûre que j'aurais tendance à être très enthousiaste que cette étiquette se rationalise, qu'elle se répande. Je pense que les auteurs africains, ils écrivent des livres, ils font de la littérature, tout simplement. Ma critique, et je continue d'y souscrire, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec l'immigration française. Alors hier, c'était différent parce qu'ils ont été polis avec moi, mais chaque fois que j'atterris en France... et ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois dans les 2 années qui viennent de s'écouler, eh bien, il y a une espèce de mépris avec lequel on me traite lorsque je présente mon passeport nigérian, et je trouve que c'est inadmissible parce que les officiers de douane, c'est la première personne, le premier point de contact que vous avez avec un pays, et je pense que le minimum c'est d'être poli, d'être courtois, et moi j'ai tout ce qu'il faut pour que légalement je suis présente, et donc il n'y a aucune raison de me retenir pendant 30 minutes, de me poser des questions stupides, de m'ignorer et finalement de faire preuve de mépris. Donc voilà aussi ce qui a façonné mon irritation vis-à-vis de la France. Je pense qu'il est absolument essentiel de nous rappeler que tous les êtres humains méritent d'être traités avec dignité, quelle que soit la couleur de leur passeport.